Bonsoir Arnaud Montebourg. Bonsoir. Vous êtes député président du Conseil général de Saône-et-Loire, candidat aux primaires du Parti socialiste et vous venez de publier « Voter pour la démondialisation » chez Flammarion. On va évoquer les conséquences de la chute de Dominique Strauss-Kahn. Elles sont multiples, elles sont multiformes, elles sont dans tous les domaines de la vie politique, y compris évidemment sur la vie du Parti socialiste à laquelle vous participez activement. D'abord, peut-être les dernières informations sur Dominique Strauss-Kahn. Cette maison, on va en voir les images, dans laquelle il a trouvé son dernier refuge, décrite comme une prison dorée depuis ce matin. Est-ce que cela vous choque, 50 000 $ de loyer pour un socialiste? Allons-y, parlons franchement. Il est vrai que à la fois les milliers de dollars qui vont être dépensés pour tenter de décrédibiliser une femme pauvre, noire, qui travaille dur, qui s'est plaint d'un viol, ce n'est pas rien, moi me gêne. Je ne l'accepte pas. Même si c'est le système américain qui conduit l'accusé à devoir se défendre par des enquêtes. Mais vous voyez bien que ça pose des tas de problèmes. Et puis il y a finalement la privatisation de la peine, c'est-à-dire la résidence privée et résidentielle, la prison privée et résidentielle, qui là aussi semble être une sorte d'exception. Si vous avez de l'argent, vous pouvez échapper à la prison de Rikers Island. Si vous n'en avez pas, tant pis pour vous. Ce système-là est condamnable. Est-ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est que vous auriez trouvé plus juste que Dominique Strauss-Kahn reste en prison? Non, je ne dis pas ça. Je dis que... moi, j'entends ça un peu. Hein, non, je ne dis pas ça. Je pense que c'est son système de défense et il doit se défendre. Il se défend avec les moyens qui sont les siens. Je pense que l'ensemble de l'étalage de ces éléments, j'allais dire, d'achat des conditions plus douces, n'appartiennent pas au champ de valeur des socialistes. Et pour moi, c'est très difficile d'être solidaire de ce système-là. Voilà, c'est ce que je dis. Et je crois que tout le monde peut comprendre, sans en dire plus, ce que cela signifie. Vous êtes choqué et vous vous dites... a posteriori, on a échappé à une tragédie politique si jamais DSK avait été le candidat? C'est une catastrophe humaine et je pense qu'elle est une tragédie pour d'abord les proches de Dominique Strauss-Kahn, son épouse, je pense à elle, souvent, à ses enfants et ce qu'ils vivent et ce qu'ils doivent vivre en ce moment, à la victime présumée. Si les faits sont avérés et vérifiés, alors, les avocats ce soir disent évidemment qu'ils ont des éléments contre la victime présumée. Bien sûr. Maintenant, vous voyez bien que si cela avait été transposé après la désignation d'une candidature et que Dominique Strauss-Kahn était le candidat, ça aurait été évidemment une catastrophe politique cette fois. C'est une onde de choc, je le disais, qu'il y a des conséquences parce qu'on a le sentiment que la parole des femmes se libère. Et depuis hier, il y a un scandale sexuel en France. Voilà, on a un ministre accusé d'agression sexuelle, des plaignantes qui ont été entendues aujourd'hui, l'ouverture d'une information judiciaire et une conseillère. Donc je parle de Georges Tron, secrétaire d'État à la fonction publique, et une conseillère municipale, Modem, qui demande sa démission de la mairie de Draveil et du gouvernement. Si cette dame a des certitudes, c'est normal qu'elle les exprime, puisqu'elle est dans la proximité politique de M. Tron. Pour ma part, je considère qu'il est prudent d'attendre les vérifications dans l'enquête, faire en sorte que la justice s'organise pour vérifier. Vous ne demandez pas sa démission? Non, je crois que c'est prématuré de le faire. D'abord parce que il y a des accusations de part et d'autre. Les uns graves, les unes graves. Et moi, je voudrais vous dire de manière générale, je me réjouis que la parole des femmes se libère. Il n'y a pas que dans le pouvoir politique, dans le pouvoir des entreprises aussi. Le droit de cuissage est une vieille survivance entre les mains de celui qui dispose du pouvoir et qui pourrait être porté en abusé. Aujourd'hui, tous les hommes politiques sont redevenus féministes. Non, sont devenus féministes. Peut-être que vous... Non, je ne dirais pas ça. D'abord, je suis fils de féministe. Moi, j'ai une maman qui m'a enseigné le respect absolu des femmes et je dois vous dire que je me porte très bien avec les femmes ainsi. Simplement, je crois que, par exemple, les Espagnols ont défendu un programme qui a permis à la parole des femmes de se libérer, la protection des femmes de s'instaurer, parce qu'il y a des lois, mais après, c'est très difficile de les faire appliquer. Donc vous êtes pour être plus vigilant, vous êtes pour les durcir, vous êtes quoi? Il faut que ça change, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Les lois, je rappelle que le viol est un crime. Bien sûr, Lorsque Jacques Lang disait « il n'y a pas mort d'homme », il y a crime commis contre une femme.
Donc on ne peut pas aujourd'hui laisser... Il a essayé de s'expliquer. Tant mieux pour lui, ouais. et je remercie aussi Jean-François Kahn qui a retiré sa mauvaise parole sur le troussage d'une domestique. Je pense que d'abord, les femmes sont en situation d'infériorité, surtout lorsqu'elles sont salariées ou juridiquement en position de subordonnée. Donc il est évident que c'est une situation qui n'est pas très facile de porter plainte contre son supérieur hiérarchique. Votre compagne Audrey Pulvar a signé le manifeste contre le sexisme, et Carla Bruni aussi. Il n'y a pas de frontière politique dans le féminisme? Ben non, puisque je l'ai signé également. C'était un lieu de retrouvailles. Carla Bruni, apparemment, qui est enceinte, ça suscite un commentaire chez vous? On a vu l'image face au monde entier. Des félicitations, bien sûr. Des félicitations. C'est toujours un événement heureux. Voilà. Ça peut être utilisé politiquement, selon vous? Écoutez, je pense que les Français savent faire la part des choses. On peut souhaiter le bonheur des gens tout en considérant qu'ils ont commis de mauvais actes sur le plan politique. Je parle évidemment de monsieur, pas de madame. Alors, le Parti socialiste aussi doit survivre à cette onde de choc, à cette disparition de la scène de Dominique Strauss-Kahn. Et alors, du coup, on a l'impression qu'après le vide, c'est un trop-plein de candidats. Vous l'avez dit tout de suite, je continue, vous publiez ce livre pour la démondialisation, voter pour la démondialisation, c'est une sorte de rappel de votre programme, de vos propositions. Une partie de mes propositions, voilà, c'est exact. En ce moment, il y a le G8 et ça a un écho, évidemment. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est la machine à perdre, cette primaire avec des candidats dans tous les sens? D'abord, je vous invite à la prudence. Il n'est pas du tout certain qu'il y ait beaucoup de candidats. Il y a des rassemblements en cours. La primaire est faite pour organiser des rassemblements. D'ailleurs, je me permets de porter un jugement qu'entre François Hollande et Martine Aubry, il y a là deux candidatures parfaitement légitimes, parfaitement logiques, mais parfaitement identiques. Ce sont des camarades qui ont, par exemple, été d'accord dans la... Enfin, je vous arrête tout de suite, oui. un mot de vous, parce que vous avez Oui. eu des mots très durs sur François Hollande dans le passé. C'est Vous vrai. aviez dit qu'il était le problème de Ségolène Royal comme compagnon, c'était bon. Vous l'avez traité de flambi, on se Mais c'était il y souvient. a très longtemps, et c'est C'était il y a prescrit, très si vous me longtemps. le permettez. Bon, c'est prescrit. Alors, c'est l'avocat qui parle. Je ne sais pas s'il y a des lois en la matière, mais enfin, on a le sentiment qu'en tout cas, au deuxième tour, si vous n'arriviez pas au deuxième tour, Martine Aubry pourrait plus compter sur vous que François Hollande. Vous dites aujourd'hui c'est identique, mais quand même, non? Non, je vais vous dire pourquoi. Vous vous sentez peut-être plus proche de Martine Aubry. Et je orient- me demande, je finis, si vous n'êtes pas dans le front tous contre Hollande. D'abord, je voudrais vous dire, et reprendre mon raisonnement avant que vous ne m'interrompiez, excusez-moi, ce sont des candidatures parfaitement identiques. Ils ont co-géré le parti ensemble, ils ont fait un projet ensemble, l'ont approuvé ensemble, n'ont mis aucune distance vis-à-vis de ce projet. C'est très bien d'ailleurs, c'est un élément de solidité du Parti socialiste. Je me reconnais moi-même dans ce projet, mais je souhaite le dépasser, le rendre plus audacieux, plus exigeant par rapport au projet de construire une république plus forte que la mondialisation. Ce sont des candidats qui ont dit oui au traité constitutionnel européen. Je suis le seul candidat qui a dit non et qui a refusé d'aller trahir le mandat populaire du référendum de 2005 en allant à Versailles voter le même traité au Parlement. Voilà, comme parlementaire. Donc il y a des orientations qui ne sont pas les mêmes, des visions de l'économie qui ne sont pas les mêmes. Je défends l'idée qu'il est nécessaire et indispensable, après l'écroulement du système financier, la crise qui continue, qui est devant nous, qui continue à faire de ses dégâts, de reprendre en main le système économique et de prendre des mesures, comme d'ailleurs, c'est le seul au monde qui a commencé à le faire, Barack Obama l'a fait aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire des mesures des lois sécuritaires en mettant sous tutelle le système financier et bancaire. Valéry Giscard d'Estaing, qui n'est pas un gauchiste, a dit ce matin dans Les Échos que le problème, c'était d'arrêter le système spéculatif bancaire et financier. Oui, Eh bien, je propose des mesures prohibitives, d'interdiction, qui ne sont pas dans le projet socialiste. La mondialisation financière, c'est le droit de faire n'importe quoi. On met des radars tous les jours sur la route des citoyens français. On a oublié de mettre des radars sur les routes de la finance et de l'économie. C'est ce que je propose. Et des interdits avec des sanctions. Et malheureusement des gendarmes, parce qu'il n'y en a pas eu assez en matière économique. Et puis vous proposez le protectionnisme, un protectionnisme social, vert et environnemental, pas un protectionnisme d'extrême droite, précisez-vous, mais un protectionnisme qui doit permettre de conforter, de préserver l'industrie française, notamment l'industrie européenne. Un protectionnisme européen, je précise. Hein, voilà, donc ça c'est très important. Il y a dans votre livre une préface d'Emmanuel Todd qui, on le sait depuis longtemps aussi, plaide pour cette solution. Mais j'ai entendu, moi, sur cette question-là, le protectionnisme, qu'il soit de gauche ou de droite, c'est quand même une sorte d'arme des faibles. C'est-à-dire que les Allemands qui exportent très bien, ou d'autres pays riches,
ils ne demandent pas le protectionnisme. Est-ce qu'ils sont assez sûrs d'eux? Est-ce que c'est pas une manière de dire, on a peur des autres, alors on propose de se protéger? Votre argument, d'abord, est un mauvais argument parce que tous nos concurrents qui sont très forts, les Américains, les Chinois, sont des ultra-protectionnistes, qui politisent le commerce, qui disent ça on n'en veut pas, ça on arrête, ça on bloque, ça on taxe. Donc nous sommes les naïfs de l'affaire. Quant à l'exemple des Allemands, c'est un très mauvais exemple parce qu'ils exportent sur nous, pas sur l'extérieur, ou très peu sur l'extérieur. L'essentiel des excédents réalisés par l'Allemagne, 65%, presque 70%, se font sur l'Europe. L'extérieur de l'Europe, c'est accessoire. Les Chinois et les Américains achètent allemand aussi. C'est très peu par rapport aux excédents allemands qui sont constitués aujourd'hui au détriment de nos propres déficits. Et donc c'est un déséquilibre à l'intérieur de l'Union. Moi, ce que je dis, c'est que l'Union européenne, qui est une passoire de la mondialisation, où on met en concurrence des paysans asiatiques qui acceptent de travailler ou qui n'ont pas d'autre choix que de travailler pour un salaire de misère, 40 fois moins que nos propres ouvriers français ou allemands, sont en concurrence avec nos usines. Conséquence, délocalisation, perte d'emploi. On a perdu 2 millions d'emplois en 20 ans, industriels, qualifiés, dans des domaines où on avait des technologies, des brevets, des savoir-faire qui ont disparu. Est-ce que là où les autres protègent, nous ne sommes pas naïfs de ne pas le faire, premièrement. Donc c'est un projet républicain de reconstruction de la politique qui doit protéger ses intérêts et les intérêts des citoyens, des travailleurs, des cadres, des ingénieurs dans la mondialisation. Arnaud Montebourg, juste pour conclure, et effectivement je renvoie à votre livre sur la démondialisation, c'est pas dans le projet PS, ça. J'ai envie de vous dire, vous dites que vous êtes soutenu par Chevènement, par Christiane Taubira, même Jean-Luc Mélenchon dit que vous êtes un bon candidat. Mais alors, même Nicolas Hulot l'a dit. Il a dit, je suis le plus écologiste des candidats socialistes. Mais dans le fond, vous êtes soutenu par beaucoup de gens extérieurs au PS. Pourquoi vous restez au PS? Mais vous savez, au Parti socialiste, vous avez des barons. C'est la gauche institutionnelle, officielle. Moi, je suis la gauche réelle de la société. C'est-à-dire les gens qui sont dans la société. Voilà. Et je vais vous dire pourquoi Emmanuel Todd, qui est un penseur très solide et sérieux, préface mon livre. C'est la première fois qu'il s'engage. Il est engagé dans la cause de la démondialisation. D'ailleurs, c'est un petit livre de 90 pages pour 2 €, parce que tout le monde, quelle que soit sa place dans la société ou ses moyens, doit pouvoir accéder au programme de la démondialisation que je propose et que je porte avec force. Merci, Madame. Vous irez jusqu'au bout, bien sûr. Je crois que vous l'avez compris. Merci, Arnaud Montebourg. Restez avec nous.